Alors bonjour à tous et à toutes. C'est la deuxième conférence que nous organisons en partenariat avec les éditions Matériologiques. Et nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir Patricia Lemarchand, qui est pneumologue et professeure à Nantes Université, pour répondre donc à la question « Qu'est-ce qu'une femme ?», qui a fait aussi l'objet d'un ouvrage collectif aux éditions Matériologiques. Et je passe la parole à Patricia Lemarchand. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, dans une première partie, je vais revenir un peu sur la genèse du livre, pourquoi nous nous sommes posé cette question, même si ça commence un peu à dater, parce que c'est 2021 et clairement, je ne verrai plus tout à fait les choses maintenant comme j'ai pu les découvrir en 2021. Et puis ensuite, je vous parlerai plus... puisque c'est un ouvrage collectif, je vous parlerai plus de mon chapitre consacré aux différences hommes-femmes en biologie et santé et la façon dont cette question est appréhendée. Alors, en fait, en 2021, traînant sans doute un peu trop sur les réseaux sociaux, j'ai été surprise de constater l'apparition de nouvelles formulations pour lesquelles j'ai eu un peu de mal à comprendre. Alors, la première sur laquelle j'ai été tombée, c'était Personne avec vulve, d'une association qui a pignon sur rue, SOS Homophobie. Ensuite, je tombe à Personne à vagin. Puis alors là, je ne comprends vraiment pas parce que il s'agissait d'un truc sur la contraception et qui disait les personnes à vagin sont fertiles 4 à 5 jours par mois. Moi, je suis une personne à vagin et ça fait quelques années que je suis plus fertile. Donc, je trouvais que ça collait pas très bien comme expression. Et puis, je suis tombée sur des expressions qui sont carrément pas traduisible en fait. Donc, je vous laisse essayer vous-même de trouver. J'écoute, et je vous le conseille très régulièrement, Les couilles sur la table, le podcast de Victoire Toyon. Et il y avait tout un numéro dans lequel il était question de personne-femme, sans aucune mention de pourquoi on était passé de femme à personne-femme. Bon, ça augmente ma complexité. Et puis là où je commence à vraiment m'interroger, c'est en fait dans ce journal médical extrêmement prestigieux qui s'appelle The Lancet, qui est vraiment le top du top des journaux dans lesquels tous les médecins, y compris moi, espèrent un jour publier leurs travaux de recherche. Et quelle n'est pas ma surprise en voyant que leur couverture, qui fait l'objet donc de tweets, etc., parle de corps à vagin. Donc, c'est dans ma propre discipline, donc mes propres collègues. Et puis, en plus, là, on est carrément ramené à la notion de corps. Alors, en tant que féministe, pas très jeune, voilà, être ramené à mon corps, ça ne me plaît pas du tout. Donc, je me dis, il va falloir quand même que je m'en occupe. Et ce qui m'achève, finalement, c'est deux choses. Alors, ça, c'est un post sur Facebook. Moi, je suis professeure de biologie cellulaire. Donc, la biologie, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et je lis un truc qui dit, voilà, il faut se souvenir des réels... Alors, que les prétendus TERF, alors je ne sais pas si vous connaissez cette terminologie. Donc, les TERF, ce sont des militantes féministes plutôt des années 70, qui sont extrêmement opposées, en fait, au mouvement trans, et en particulier à la présence de femmes trans dans des lieux habituellement féminins, notamment dans les compétitions sportives et dans les prisons aussi, dans les quartiers femmes, et qui font en fait une association très nette entre la domination masculine et les violences que subissent les femmes et la biologie. Et donc, voilà, donc on nous dit les TERF défendent des réalités élémentaires, à savoir que les femmes sont des femelles adultes de l'espèce humaine. Ah bon ? Et puis, je lis un article dans Charlie Hebdo où il est question de femmes biologiques, et toujours pas définies. Donc, j'écris au journaliste pour lui dire « Excusez-moi, mais qu'est-ce que ça veut dire femme biologique ?» Bon, il m'a jamais répondu.
Et puis, je lis un chapitre. Alors, Eliane Viennot, vous la connaissez peut-être, c'est une historienne qui défend énormément l'écriture inclusive, qu'on voit assez souvent sur les réseaux sociaux, et qui avait écrit un article en 2020 où elle disait, c'était un chapitre qui s'appelait « Identifier les désaccords autour du sexe biologique », l'un des sujets les plus clivants du moment, et la définition des mots femme et homme, biologiquement parlant. Et donc, je me suis dit, peut-être qu'on ferait bien de se poser la question, finalement. Je ne me reconnais pas dans corps à vagin, personne à vulve, etc. Mais finalement, qu'est-ce qu'une femme ? Et puis, je dois dire que c'est à ce moment-là qu'on s'est lancé l'idée du livre, mais on peut dire que ça continue. Là, je vous ai mis deux références récentes. Ici, dans Ouest France, c'est l'autrice qui a écrit tous les Harry Potter, J.K. Rowling, qui dit qu'elle veut absolument énoncer des faits sur la biologie. Mais en fait, ces faits sur la biologie ne sont jamais donnés. Et finalement, j'ai trouvé une personne qui les a donnés la semaine dernière, c'est Marion Maréchal. Je suis désolée de la... Mais bon, je trouve ça intéressant parce qu'au moins, elle est allée jusqu'au bout de la démonstration. Elle dit, la vérité, c'est qu'être un homme ou une femme est une réalité biologique, mais au moins, elle apporte un argument qu'on va voir après. Et les chromosomes XX et XY sont indépassables. Donc voilà, donc les faits biologiques, là, pour une fois, on a quelque chose à se mettre sous la dent qui serait nos chromosomes, et je vais y revenir. Donc tout ceci m'a donné l'idée de m'associer à une collègue historienne qui s'appelle Muriel Salle à Lyon pour d'abord faire un colloque entre collègues de disciplines différentes, sociologues, philosophes, des sciences de la communication, médecins comme moi, historiennes, juristes, anthropologues, etc., pour essayer chacun dans notre domaine de répondre à cette phrase « Qu'est-ce qu'une femme ?» Et ensuite, nous avons eu la chance de convaincre très facilement, et je le remercie vraiment chaleureusement, Marc Silberstein de nous publier, et très rapidement. Et je le remercie à la fois pour avoir pris notre livre, mais je vous conseille vraiment d'aller consulter le site des éditions matériologiques parce qu'il y a énormément de choses très intéressantes et très éclectiques dans tous les domaines. Alors, voilà le livre. Donc ici, vous avez la liste des chapitres. Donc, nous avons un témoignage d'une femme trans médecin qui explique son parcours. Ensuite, donc moi, l'angle que nous avons choisi, c'est la catégorie homme-femme. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pourquoi, quand je suis une femme, je ne peux pas être un homme. Quand je suis un homme, je ne suis pas une femme. Et qu'est-ce que chacun, dans chacune de nos disciplines, fait de cette catégorie, comment il l'utilise ? Donc, il y a mon chapitre sur la recherche biomédicale, le chapitre historique de Muriel Salle, il y a un chapitre sur la non-binarité, un chapitre philosophique, un sur le droit, parce que le droit, c'est extrêmement important, parce que le droit reflète la société, mais en même temps, il imprime sa marque sur la société, et il peut l'empêcher d'évoluer. On a décidé d'aborder aussi quelque chose de plus léger à travers la mode. Est-ce que la mode suit la société ou la mode est précurseur ? Et puis un dernier chapitre autour du langage. Est-ce que le langage inclusif, ça suffit ? Est-ce qu'il faut qu'on passe à un langage carrément épicène dans lequel il n'y aurait plus de genre ? Mes collègues répondent qu'on ne s'en sortira pas sans passer à un langage épicène, mais je vous laisse découvrir ça dans le livre. Et donc, moi, je vais vous parler maintenant brièvement, je regarde juste l'heure, donc, de cette catégorie homme-femme dans la recherche en médecine et en biologie. Donc, on va d'abord faire un petit point sur les différences hommes-femmes en biologie santé. Et puis, vous allez voir que l'orientation qui est habituellement suivie à l'heure actuelle pour étudier ces questions, c'est de considérer le sexe comme une variable biologique. Je vais revenir sur ces notions. Et ensuite, je vais vous montrer que finalement, c'est une approche qui pose problème. Et à la fin, on rentrera vraiment dans le vif du sujet, la catégorie homme-femme, à l'épreuve des données de la littérature.
Alors la recherche sur les différences hommes-femmes en biologie santé, en fait, elle est très récente parce que jusqu'aux années 1980-1990, en fait, la recherche, elle se faisait essentiellement sur les hommes. On parle de recherche androcentrée. En tout cas, on considérait que l'homme était le prototype de l'espèce humaine et que ce qui s'appliquait à l'homme, blanc de préférence, s'appliquait aussi aux femmes ou aux autres hommes non blancs, etc. Alors, il y avait bien quelques maladies qui étaient très scrutées chez la femme, qui étaient toutes les maladies autour de l'appareil reproductif et de la reproduction, et puis des maladies qui étaient considérées comme spécifiquement féminines, comme l'hystérie. Mais sinon, si on parlait d'infarctus, si on parlait de cancer, à part le cancer du sein, c'était vraiment le modèle masculin. Alors, il y a eu une recherche qui a vraiment explosé à partir des années 90 sur ces différences hommes-femmes en biologie santé, qui sont parties du domaine cardiovasculaire, en particulier de l'infarctus, mais qui maintenant touchent absolument tous les domaines, y compris le mien, la pneumologie. Et donc, cette recherche, elle a le but affiché d'identifier des différences hommes-femmes qui auraient potentiellement un impact sur la santé. Et ça peut concerner aussi bien les affections, les syndromes, les maladies, que les processus biologiques qui sont à l'origine de ces maladies, et aussi les réponses au traitement, avec l'hypothèse sous-jacente que peut-être les femmes et les hommes ne répondraient pas de la même façon au traitement. Peut-être les doses ne seraient pas les mêmes, les effets indésirables ne seraient pas les mêmes chez les femmes et les hommes, etc. Et le but de toute cette recherche, qui est vraiment très dynamique, opulente, c'est s'il y a des différences constatées entre les hommes et les femmes, eh bien, ceci pourrait aboutir à des directives, à des recommandations de prise en charge qui seraient différentes pour les hommes et pour les femmes. Alors, les différences hommes-femmes dans le domaine biomédical, maintenant, on sait que ça concerne un grand nombre de maladies. Donc, je vous ai dit, les maladies cardiovasculaires, là, c'est clairement démontré. Tout ce qui tourne autour de l'infarctus, mais pas seulement, l'accident vasculaire cérébral, enfin, beaucoup. Dans le domaine respiratoire, on peut citer la bronchite chronique, qui n'est pas la même chez les hommes et chez les femmes, alors surtout en matière de facteurs de risque. Au début, on pensait que la bronchite chronique, c'était le tabac, point. Et puis, on ne comprenait pas parce qu'il y avait un certain nombre de femmes qui présentaient une bronchite chronique, ce qu'on appelle une BPCO, une bronchopneumopathie chronique obstructive, alors qu'elles n'étaient pas fumeuses, jusqu'à ce qu'on découvre que ces femmes, pour une bonne partie d'entre elles, étaient des infirmières, des femmes de ménage, des aides-soignantes, et donc exposées journellement pendant leur travail à des produits très irritants pour les bronches, les antiseptiques, les produits de nettoyage, etc. Et que c'était en fait un vecteur de maladie professionnelle, en fait. Et donc, voyez comment cette approche a permis quand même de mettre à jour des choses qu'on ne connaissait pas. Mais, comme je vous l'ai montré pour la bronchite chronique là, à l'instant, qui ne sont pas dues à des différences de biologie entre les femmes et les hommes, mais là, pour cet exemple-là, à des différences professionnelles. Donc, il y a des milliers de publications et nos autorités institutionnelles déplorent le fait que ça soit à la fois mal connu des professionnels de santé encore et du grand public. Et vous avez peut-être vu, il y a déjà quelques années, des campagnes de publicité sur l'infarctus chez la femme au cinéma, qui insistaient sur le fait que l'infarctus, ça touche aussi les femmes. Alors, comment sont faites ces études ? Donc, c'est assez simple. On part du présupposé de la catégorisation homme-femme. Elle n'est pas interrogée. Donc, on dit, voilà, dans notre étude, il y a des hommes et il y a des femmes. Donc, on va les catégoriser entre hommes et femmes. En général, dans ces études, on ne parle pas ni de sexe ni de genre, ou si les mots sont employés, ils ne sont pas définis. Alors, comment on fait pour catégoriser les gens ? En fait, on leur demande. C'est comme vous-même, si vous allez à l'hôpital, par exemple, on va vous dire, vous êtes qui ? Vous allez dire, je suis Madame Machin. À crac, on met une croix dans la catégorie des femmes, ou je suis Monsieur Truc, et on est dans les hommes. Donc, c'est ce que les anglo-saxons appellent self-reported ou self-identified.
Et il y a un présupposé très fort dans ces études qui est, si on constate des différences entre les hommes et les femmes, et souvent on en constate, mais pas toujours d'ailleurs, je vais y revenir, eh bien ces différences, elles sont d'origine sexuée, c'est-à-dire qu'elles sont dues à des différences de biologie entre les hommes et les femmes. Alors, ce qu'on constate aussi dans toute cette littérature, c'est que souvent, il y a une interchangeabilité, voire une confusion d'utilisation des mots sexe et genre. Et on trouve souvent la notion de dimorphisme de sexe. Alors, un dimorphisme de sexe, normalement, ça s'adresse à la présence d'un trait particulier dans un sexe et pas dans l'autre. Par exemple, chez les lions, les lions mâles ont une crinière que les femelles n'ont pas. Donc ça, il y a un dimorphisme de sexe. On va vite reconnaître, par exemple, les lions mâles grâce à cette crinière. Mais en fait, cette expression, elle ne correspond souvent pas à la situation de l'étude de recherche qui est faite. C'est-à-dire quand je vous parle de bronchite chronique, par exemple, ou de taille des bronches chez les hommes et chez les femmes, il n'y a pas de dimorphisme. Il peut y avoir, parce que tout le monde a des bronches, etc., il peut y avoir des différences de taille, mais ça ne fait pas l'objet d'un dimorphisme. Et ça n'est pas anodin d'utiliser cette expression, parce que dimorphisme sexuel, ça renvoie de nouveau à des différences qui seraient dues à notre biologie avec laquelle on est né, et donc des différences qui sont essentialisées entre les hommes et les femmes. Et puis donc dans cette littérature, quand on s'intéresse aux causes, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut être responsable de ces différences hommes-femmes, comme je vous l'ai montré dans la bronchite chronique, eh bien il y a souvent, très souvent, une place prépondérante qui est donnée au sexe. Alors, je vous montre ici une illustration, par exemple. C'est une revue de la littérature qui est parue en 2022, qui regarde les considérations spécifiques de sexe dans la présentation, le diagnostic et la prise en charge de l'infarctus. Donc, vous voyez ici, c'est l'illustration centrale du papier. Donc, il est question de sexe référent, encore une fois, à notre biologie. Ce sera ma diapositive suivante. Et vous voyez que ces différences de sexe, eh bien, elles vont concerner l'épidémiologie, c'est-à-dire que c'est pas... les hommes et les femmes ne sont pas touchés par cette maladie en nombre équivalent, en pourcentage équivalent, sur la présentation clinique, la façon de diagnostiquer. Donc le diagnostic n'est pas fait de la même façon et c'est dû à des différences de sexe, la prise en charge et finalement le futur, vous voyez, où les auteurs appellent de leur vœu l'écriture de recommandations de prise en charge qui soient spécifiques de sexe. Alors, quand on parle de sexe biologique, de quoi parle-t-on ? Alors, le sexe, là, je le reprends d'un livre de Thierry Oquet, qui est un philosophe des sciences du Muséum d'histoire naturelle, donc, qui a écrit un livre qui s'appelle « Des sexes innombrables, le genre à l'épreuve de la biologie ». Le sexe, on peut le définir sur différents niveaux. Donc, il y a le sexe génétique ou chromosomique. Donc, les femmes sont XX, les hommes sont XY. Ensuite, il y a le sexe gonadique, c'est-à-dire la présence de testicules ou la présence d'ovaires. Le sexe gamétique, les ovules versus les spermatozoïdes. Le sexe phénotypique interne, c'est-à-dire chez la femme, l'utérus ou les canaux déférents chez l'homme. Le sexe phénotypique externe, qu'on appelle aussi le sexe génital externe ou le sexe périnéal, c'est-à-dire les organes génitaux, donc pénis ou vulve. Et le sexe hormonal, c'est-à-dire les hormones dites sexuelles féminines, donc œstrogène, progestérone, ou sexuelles masculines, testostérone. Alors, ce tableau, il a une vertu, c'est une vertu de prédiction, c'est-à-dire que chaque niveau, si on connaît par exemple le niveau génital externe, donc on connaît comment sont les organes génitaux externes, eh bien ça va nous permettre de prédire avec une grande cohérence, mais une cohérence qui n'est pas du tout totale, et j'y reviendrai, les autres niveaux. Et donc, on peut dire que dans un très grand nombre de cas, mais qui n'est pas du tout de 100%, si on a une vulve, on a toutes les chances d'avoir des chromosomes XX, mais encore une fois, ce n'est pas du tout du 100%.
Alors, dans la vie courante, le sexe, il est déterminé, il part du niveau périnéal ou génital à la naissance. On va regarder les organes génitaux du bébé. Et s'il a des organes génitaux qu'on considère comme étant masculins, eh bien, on va dire c'est un petit garçon et on va le déclarer à l'état civil en tant que garçon. C'est ça le sexe assigné à la naissance. Et puis, si c'est des organes génitaux de fille, eh bien, on dit c'est une fille et on va le déclarer à l'état civil comme une fille. Donc, encore une fois, c'est ce que vous entendez peut-être, parce qu'on en parle souvent, hein, le sexe assigné à la naissance, c'est celui-là. Alors, en biologie, on n'utilise pas trop le sexe génital, d'abord parce qu'on ne déshabille pas forcément les malades complètement, mais aussi probablement pour d'autres raisons. La première raison, c'est qu'on va utiliser plutôt le sexe génétique ou chromosomique, parce que finalement, c'est ce qui arrive en premier. Hein, c'est la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde va donner une cellule XX ou XY et c'est le premier événement sur un plan chronologique qui va déclencher toute une cascade d'événements qui vont ensuite conduire au bébé et puis à l'individu adulte. Et donc on considère que eh bien, ce sont ces chromosomes qui vont jouer un rôle central sur toute la suite. À mon avis, il y a deux autres raisons pour lesquelles c'est le sexe génétique. Le premier, c'est que le sexe génétique, il est considéré comme extrêmement stable. Nos gènes sont nos gènes. Et donc, de nouveau, ça renvoie à l'idée que les hommes et les femmes sont différents pour des raisons biologiques qui sont immuables. Donc, c'est une manière de réessentialiser de nouveau le sexe. Et puis, la troisième raison pour laquelle je pense que les biologistes utilisent volontiers le sexe génétique pour définir le sexe, c'est le fait que notre ADN est présent dans toutes nos cellules. Donc, toutes nos cellules vont être XX ou XY. Et donc, là aussi, ça perpétue l'idée que notre sexe ou nos différences de sexe sont présentes dans l'ensemble de notre individu, pas seulement dans nos organes génitaux, et peuvent potentiellement influencer toutes nos cellules, tous nos organes, et donc finalement notre corps, voire notre comportement en entier. Alors, je vous montre ici deux exemples représentatifs de définition du sexe dans la littérature biomédicale. Donc, je ne les ai pas traduits, mais je vais le faire là, juste pour que vous voyez que ma traduction est juste. Donc, le sexe est une variable biologique qui est déterminée génétiquement. Et puis ici, c'est une définition qui est importante parce que c'est la définition sur le site du NIH qui est l'équivalent de l'INSERM aux États-Unis, mais avec la puissance américaine. Donc, vous pouvez rajouter 1 ou 2 zéros en termes de financement, etc. Et donc, ils ont beaucoup de pages qui sont consacrées aux différences hommes-femmes sur leur site. Et vous voyez que la définition qui est donnée, c'est le sexe se réfère aux différences biologiques entre les mâles et les femelles. Alors, en anglais, female and male, c'est pas comme chez nous, ça veut aussi dire homme et femme, un peu plus. Hein. Mais je pense que dans la traduction, malheureusement, française, du coup, on utilise mâle et femelle, avec nous, nos références plutôt animales, ce qui n'est pas tout à fait le cas chez les Américains. Donc, les différences entre les femelles et les mâles qui incluent les chromosomes, les organes sexuels et les profils hormonaux endogènes, donc ce que j'ai appelé les hormones sexuelles féminines. Bon. Vous voyez donc cette définition, c'est une variable biologique et entre parenthèses, c'est une variable comme une autre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir l'étudier finalement comme d'autres variables, par exemple la taille, le poids, l'âge, d'autres variables biologiques. Alors, quels sont les problèmes qui sont posés par cette approche, donc de considérer que le sexe biologique est une variable et qu'on peut étudier comme les autres? Alors, d'abord, il y a quelque chose qui frappe, c'est qu'il y a très peu d'études de similarité ou de similitude entre les hommes et les femmes. On ne trouve que des études qui sont à la recherche de différences.
Au départ, donc dans les années 70, je vous ai dit, on considérait que les hommes blancs étaient la norme. Donc il y a eu un certain nombre de philosophes pour dire, bah oui, ce qui s'applique aux hommes s'applique au reste de l'espèce humaine. Et en fait, il y a des biologistes féministes et des philosophes féministes qui disent c'est pas ça qui s'est passé, c'est pas une hypothèse de similitude, c'est plutôt une logique de différence. C'est-à-dire, les femmes sont différentes, donc on va pas les étudier. Les Noirs sont différents, donc on ne va pas les étudier, etc., etc. Et puis tant pis, et puis on appliquera la même règle pour tout le monde. Et il y a un certain nombre d'arguments pour penser que c'est vrai. Alors d'abord, j'ai fait une recherche très simple. Nous avons des bases de données spécialisées pour rechercher dans la littérature biomédicale. La plus connue, c'est PubMed. Et donc, j'ai cherché sur les 20 dernières années en cherchant dans le titre des articles Sex Difference et puis ensuite Sex Similarities. Et j'ai trouvé plus de 10 000 entrées avec le titre Sex Difference, mais je n'ai trouvé que 17 entrées avec Sex Similarities. Et or, sur les 17, il y en avait 15 ou 16 qui étaient dans les mêmes articles. C'est-à-dire c'était Sex Difference and Sex Similarities. Je n'avais pratiquement pas d'article qui parlait de similarité. Et d'ailleurs, on peut remarquer que les différences hommes-femmes, quand elles sont constatées, elles font l'objet d'une couverture médiatique énorme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a 3 semaines, de l'intelligence artificielle qui était capable de reconnaître le sexe sur des coupes d'IRM de cerveau. On pourra revenir sur cette étude si ça vous intéresse. Donc ça, voilà, ça passe le mur du son. Vous la trouvez partout, à la télé, dans tous les journaux, etc. Mais si quelqu'un vient en disant « moi, j'ai étudié telle maladie, je ne sais pas, l'asthme, et je n'ai pas trouvé de différence entre les hommes et les femmes », on va dire « Non, mais ça n'intéresse personne. Au revoir ». Et alors, pour vous montrer ça, il y a un énorme livre, je ne suis pas sûre qu'il soit dans cette bibliothèque, parce que c'est un livre anglo-saxon, mais quand même, qui fait 900 pages et qui a colligé ici toutes les études qui montraient des différences entre les hommes et les femmes, alors pas seulement dans le domaine biomédical, mais dans tous les domaines. Et donc, ils ont un chapitre à la fin où ils ont essayé de colliger les différences sexuelles universelles les plus certaines. Donc, pour faire ça, ils ont pris des différences pour lesquelles il y avait au moins 10 études qui montraient des différences, parce que dans la littérature, il y a beaucoup d'études. Il y en a une qui montre une différence, puis l'autre pas trop, etc. Donc, il fallait 10 études qui montrent une différence et aucune étude qui montre une différence dans le sens inverse. C'est-à-dire, il y a quelquefois, et je vous en montrerai, il y a des différences qui sont décrites dans un sens, et puis il y a une autre étude qui vient montrer des différences plutôt dans l'autre sens. Et donc, bien sûr, ça date de 2008, mais quand même, à cette époque-là, ils n'en trouvaient que 4, finalement, des différences entre les hommes et les femmes, et vous allez voir lesquelles. Donc, les femmes ont plus de cancer du sein que les hommes, d'accord. L'âge auquel survient la première attaque cardiaque, premier infarctus, est plus jeune chez les hommes, ok. Les femmes font plus de lupus. Alors, le lupus, c'est une maladie auto-immune qui est extrêmement rare. Et puis, le dernier que j'aime beaucoup, les femmes ont plus mal à la tête que les hommes. Mais peut-être qu'elles ont des raisons d'avoir plus mal à la tête que les hommes. Mais bon, ça dépasse le cadre de mon intervention aujourd'hui. Alors, pour vous montrer jusqu'où ça va, et pas me faire d'ennemis, enfin, en tout cas, hors de mon institut, j'ai pris un exemple de l'année dernière de mon propre institut, donc l'Institut du Thorax à Nantes, dans lequel on est spécialisé dans beaucoup de maladies cardiovasculaires qui sont d'origine, qui sont héréditaires et pour un certain nombre génétiques. Et en particulier, on a travaillé sur la tétralogie de Fallot. Alors, c'est une maladie, en fait, à la naissance, ce sont des enfants qui présentent des anomalies de la construction du cœur qui peuvent être très importantes et embêtantes. Et donc, mes collègues ont regardé, en fait, à l'âge adulte, à 20 ans, s'il y avait eu des différences de devenir entre les petits garçons et les petites filles qui avaient été diagnostiqués avec cette maladie à la naissance, et en prenant les cas les plus graves, c'est-à-dire ceux chez lesquels on avait été obligé de mettre un défibrillateur. Donc, vous voyez que le titre s'appelle Les différences de sexe dans les devenirs, les caractéristiques des patients avec la tétralogie de Fallot. Et puis, vous regardez leurs conclusions et vous voyez qu'ils vous disent les femmes
avaient des bénéfices-risques similaires, une balance bénéfice-risque similaire que les hommes. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas constaté de différence. Mais en fait, le titre nous induit en erreur en nous disant il y a des différences et puis il faut avoir le courage de lire l'article en entier pour constater que non, l'article dit qu'il n'y en a pas. Et je me mets à la place de mes collègues. S'ils avaient envoyé leur papier Sex Similarities, ils ne l'auraient jamais publié. Parce que voilà, on est dans cette soif d'aller vers une différence qui va, donc le biais de confirmation, qui va alimenter nos croyances sur ces différences très importantes entre les hommes et les femmes. Alors, quels sont les autres problèmes qui sont posés par cette approche du sexe comme une variable biologique ? Eh bien, d'abord, on est obligé de faire le constat qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui soient satisfaisantes sur le plan statistique. Alors, ce n'est pas que le cas des études qui s'intéressent aux différences hommes-femmes. Les médecins, enfin les biologistes, les chercheurs sont soumis à des pressions très fortes pour publier parce que des publications vont dépendre le financement pour poursuivre leurs recherches, etc. Donc souvent, ils ne prennent pas forcément le temps d'étudier leurs résultats à fond, de vérifier qu'ils n'ont pas besoin d'une méthodologie statistique spécifique, et c'est effectivement le cas. Et donc là, vous avez une étude qui a repris 70 études qui reportaient des différences de sexe pour constater que sur 2/3 de ces études, en fait, n'étaient pas valides sur le plan statistique. Soit il n'y avait pas du tout de statistiques, d'ailleurs, il y avait juste des présentations de différences, mais qui n'étaient pas vraiment évaluées, soit la méthodologie n'était pas la bonne. Alors, ce qu'on constate aussi, c'est que les différences sont souvent faibles. Et on n'en connaît pas la pertinence. Je vais vous donner un exemple. Sur l'infarctus du myocarde, donc, on a constaté qu'on sous-estimait beaucoup en fait, la fréquence de l'infarctus du myocarde chez les femmes. Et en particulier chez les femmes jeunes. Et on s'est dit, peut-être que c'est parce qu'elles n'ont pas les mêmes symptômes et que finalement, on ne pense pas à l'infarctus parce qu'elles n'ont pas les mêmes symptômes. Et en particulier, pendant longtemps, on a pensé que les hommes présentaient plus souvent le truc classique appris en faculté de médecine, c'est-à-dire la douleur rétrosternale qui irradie dans le bras gauche, et que les femmes avaient plus volontiers mal au ventre, et que forcément, une femme qui a mal au ventre, on va lui dire « va te coucher, on verra demain ». Alors qu'un homme qui vous dit « ah, j'ai une douleur qui a plus de 60 ans, qui a une douleur dans le thorax », vous allez dire « ah, ça serait bien un infarctus, j'ai peut-être appelé le 15 quand même ». Et donc, dans le cas de la femme qui va se coucher, vous allez perdre des heures extrêmement précieuses ensuite pour la prise en charge et le pronostic qui dépend vraiment, vraiment de ce délai entre le début des symptômes et la prise en charge médicale. Et il y a eu énormément d'études sur des centaines de milliers de patients dans le monde entier, et qui ont été reprises et qui montrent qu'en fait, non, les hommes et les femmes présentent les mêmes symptômes. Alors, pas tout à fait dans la même fréquence. C'est-à-dire que la douleur rétrosternale qui irradie dans le bras gauche, elle est présente chez 79% des hommes qui ont un infarctus. Elle est présente chez 74% des femmes qui ont un infarctus. Donc, cette différence de 5%, qu'est-ce qu'on en fait ? Franchement, moi, je ne sais pas. Les douleurs abdominales, certes, il y a 38% des femmes qui ont des douleurs abdominales quand elles font un infarctus, mais il y a 34% des hommes qui en ont aussi. Donc, de nouveau, on a une différence de 4-5% dont on ne sait pas quoi faire, en fait, dont on ne connaît pas la pertinence clinique. Et probablement, l'infarctus, ce n'est pas vraiment ces différences de symptômes, c'est plus que en pensant de façon erronée que les femmes sont protégées de l'infarctus, une femme qui a une douleur rétrosternale, on va se dire, non, elle a un truc, c'est pas grave, attendons quelques heures. On ne va pas penser à l'infarctus, alors qu'on devrait y penser. Et ce qui a été montré, c'est qu'il y a un retard de prise en charge qui est dans le grand public, c'est-à-dire les gens vont appeler trop tard, trop tard, le SAMU, mais jusqu'à une époque très récente, et il faudrait le vérifier dans chaque hôpital, il y avait un retard aussi à la prise en charge à l'arrivée de l'hôpital,
à l'arrivée à l'hôpital avec l'infirmière, la pauvre, qui trie les patients aux urgences, et c'est pas un boulot marrant, spécialement en ce moment, enfin depuis quelques années déjà, mais voilà. Eh bien, c'est elle qui dit c'est grave, le malade il rentre dans la filière 1, il est pris en charge très rapidement, ou bon, ça peut attendre 3-4 heures, 10 heures, 19 heures, 24 heures dans la salle des urgences. Et les infirmières, elles avaient les mêmes connaissances que le reste des professionnels de santé, et ce triage n'était pas bien fait. J'espère qu'il est mieux fait, mais j'avoue que je ne suis pas allée vérifier dans tous les hôpitaux, même dans le mien d'ailleurs, je ferais bien d'aller faire un tour. Alors ensuite, le problème, c'est que, en fait, on fait des constats. Donc, dans des situations données, donc par exemple, je vous ai dit la bronchite chronique, voilà, elle est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes, et les hommes fument plus. Et puis, du coup, on en fait des généralisations. Les hommes sont comme ci, les hommes font des bronchites chroniques, les femmes sont comme ça, les femmes, elles font pas de bronchite chronique. En fait, sans voir que à l'intérieur des groupes, c'est pas du tout homogène. Pas du tout, du tout. On a une hétérogénéité à l'intérieur du groupe homme ou du groupe femme qui est même souvent supérieure à la différence qu'on peut constater entre les deux groupes. Et je vais y revenir. Alors, autre problème qui est posé, c'est ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire quand on voit une différence entre les hommes et les femmes, en particulier si c'est sur un taux, un truc qui est mesuré, un taux sanguin par exemple, on va tout de suite se dire « Ah c'est d'origine sexuelle, donc c'est dû à nos chromosomes au départ, voire, ou en tout cas d'origine biologique. » Et en fait, on confond, et ça c'est très important, un lien statistique de corrélation, c'est-à-dire il y a deux choses qui bougent en même temps, donc on fait deux groupes hommes et femmes et on voit des différences, et on sait qu'ils n'ont pas forcément les mêmes chromosomes, et donc on associe les trois, mais en fait il n'y a aucun lien de cause à effet entre les trois. C'est juste trois facteurs qui bougent en même temps, mais on n'a pas montré de lien de cause à effet. Et donc là, je vais vous montrer une démonstration de ça. C'est une étude qui avait été faite en Norvège dans les années 70, où les auteurs s'intéressaient à la question, est-ce que le fait d'avoir eu des enfants aggrave ou au contraire protège contre le risque de cancer ? Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est regarder chez les femmes s'il y avait une association entre le nombre de grossesses et le risque de cancer. Et ils en ont trouvé deux. Alors, c'est des associations inverses, c'est-à-dire ici, vous avez le cancer ORL et ici, le mélanome, donc le cancer de la peau. Ici, vous avez le nombre d'enfants, vous voyez, de 0, nombre de grossesses, de 0 à 1, 2, 3, 4, etc. Et donc, il y a un risque inverse, c'est-à-dire que les femmes, plus elles ont eu d'enfants, moins elles sont à risque de cancer ORL. Vous voyez le chiffre ici qui diminue. Et ici, vous avez le mélanome, donc de nouveau les grossesses de 0 à 4. Et ici, alors ça diminue un peu moins, mais le risque de cancer ici diminue quand même. Plus ces femmes ont eu d'enfants, moins elles ont eu de mélanome. Alors tout de suite, l'hypothèse qui vient, c'est donc c'est les grossesses qui protègent contre le cancer. Alors, faites des enfants, et donc l'image en creux, qui est la suivante, c'est-à-dire, donc, qu'est-ce qui se passe pendant les grossesses ? Il y a une augmentation très importante des hormones sexuelles féminines, mais alors, les femmes qui n'ont pas d'enfants, ou les femmes qui prennent la pilule, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'augmentation du risque de cancer chez les femmes qui prennent la pilule. Et voyez comment on peut répandre une rumeur très vite qui va être ensuite de dire d'accord, je vous mets sous pilule, mais je vous préviens, il y a peut-être un risque d'augmentation du risque de cancer. Et ce que je vous dis, ce n'est pas une légende, parce que le traitement hormonal substitutif de la ménopause, il a disparu des radars dans les années 2000, où il n'y avait plus un seul médecin français pour prescrire ce traitement, en disant aux femmes, vous avez des bouffées de chaleur, vous ne dormez pas la nuit, ça ne va pas du tout, démerdez-vous, parce que de toute façon, je ne vous prescrirai pas ce traitement qui va augmenter votre risque de cancer de l'utérus et de l'ovaire. Alors qu'on avait déjà les études qui montraient que ce n'était pas vrai, et il a fallu refaire des études pour dire non mais arrêtez là, c'est pas vrai, il n'y a pas d'augmentation du risque de cancer de l'utérus, et pour voir de nouveau
chez un petit nombre de femmes, parce que du coup, le soupçon, il est partagé aussi, hein, du côté des femmes qui disent « mais moi, je veux pas de traitement hormonal, je sais pas ce que ça va donner, etc. » Vous voyez, donc tout ça qui part d'un truc qui n'est pas prouvé, parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette étude, elle a été reprise dans les années 2000, et il se trouve que comme c'est une étude de cohorte, c'est-à-dire qui suit toute la population norvégienne, il y avait aussi les hommes. Bon, dans un interrogatoire médical, c'est fréquent en fait que le médecin vous dise est-ce que vous avez eu des enfants, combien, etc. C'est exceptionnel, on demande ça aux femmes, c'est exceptionnel de demander aux hommes. En fait, on ne le demande aux hommes que quand on est avec quelqu'un qui est âgé, dont on sait qu'il a un problème de santé qui va évoluer, pour savoir si il est entouré, si voilà, il va pouvoir rester à domicile, etc. Donc ça ne fait pas partie de la culture médicale, encore une fois, de nos croyances. Et ben, quand ils ont repris ces études et puis ils ont regardé la même chose, les hommes qui ont eu des enfants, est-ce que ça diminue leur risque de cancer ? Ben oui. Le cancer ORL, vous voyez, les chiffres diminuent là, et dans la même proportion que les femmes. Ben oui, les hommes, plus ils ont eu d'enfants, moins ils ont de cancer ORL. Et même chose pour la peau, même si les chiffres sont un peu moins stringents. Donc, exit l'hypothèse des hormones sexuelles féminines qui protégeraient contre le cancer. Hein, ça ne tient plus la route. Et finalement, en creusant un peu, ils ont trouvé, c'est l'alcool. C'est-à-dire qu'on sait depuis déjà on le savait quand je faisais mes études, que l'alcool est un très très gros facteur de risque de cancer ORL. Et il se trouve que plus on a d'enfants, moins on boit. Alors là, je ne sais pas pourquoi, ça dépasse... voilà, pour aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est le cas. Et pour la peau, en fait, comme c'est en Norvège, l'hypothèse, c'est que plus on a d'enfants, moins on a de sous et de temps d'aller passer des vacances au soleil. Mais enfin, vous voyez comme on a occulté, en fait, les vraies raisons de ces différences hommes-femmes. Et ce qu'on trouve très, très fréquemment, c'est des occultations du poids, tout simplement, parce qu'en moyenne, comme les femmes sont plus petites que les hommes, elles pèsent moins, donc la taille, et puis des tas d'autres facteurs. Et l'intrication du genre, je n'ai pas le temps de développer aussi, mais ça a été très bien montré, l'ostéoporose, voilà, l'ostéoporose, c'est lié à l'activité physique, à la façon dont on s'habille, au temps qu'on passe dehors, etc. Et tout ça, ce sont des habitudes genrées qui ne sont pas les mêmes chez les hommes et chez les femmes. Bon, et pour les hormones féminines, il y aurait beaucoup à dire, mais il faudra me réinviter pour cela. Alors, si maintenant, on repart donc sur est-ce qu'on peut vraiment catégoriser les hommes et les femmes en deux catégories étanches et mutuellement exclusives ? C'est-à-dire en disant, il y a les hommes là, il y a les femmes là, et si je suis un homme, je ne suis pas une femme, et si je suis une femme, je ne suis pas un homme. Alors, si on reprend mon tableau que je vous ai présenté au départ, vous vous souvenez avec les niveaux, niveau génétique, gonadique, etc., il n'y a aucun niveau unique qui est suffisant pour définir le sexe d'un individu. Donc, voilà, c'est pas parce que vous avez les chromosomes que vous pouvez dire, à coup sûr, je vais avoir un individu qui, phénotiquement, donc corporellement, sera un homme ou une femme. Et on n'a aucun trait qui permet de définir deux groupes. Il y a toujours, en fait, des individus qui sont au milieu et qu'on ne peut pas classer, hein, pour chaque niveau. Alors, certains de mes collègues ont dit c'est pas grave, on va associer plusieurs niveaux. Donc, c'est ce qu'on appelle le sexe 3G. C'est-à-dire, si on associe le niveau génétique plus le niveau gonadique plus les organes génitaux, là, on a une division presque dimorphe en deux catégories avec un haut degré de cohérence d'un niveau à l'autre. Mais, et mon mais est en majuscule, on a quand même 1,7% d'individus intersexes. Alors, vous allez me dire 1,7%, c'est pas beaucoup. Ben si, c'est beaucoup, parce que, en fait, si vous prenez ce qu'on appelle une maladie rare en médecine, c'est 1 pour 2000. Là, on est à 1,7%. Donc, c'est pas une maladie rare. Et les maternités connaissent bien ça, hein, les enfants qui naissent avec des ambiguïtés, on appelait ça des ambiguïtés, des organes génitaux externes et qu'on ne peut pas classer. À la naissance en petit garçon ou petite fille selon nos critères habituels, eh bien, je vous dis, ça fait 1,7% d'individus. Et jusqu'à une époque très récente, on faisait subir à ces enfants un calvaire et à leurs parents, hein,
souvent sans demander l'avis des parents d'ailleurs, en disant vite, 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 de toute façon, il va falloir l'inscrire sur le registre d'état civil. Et il n'y a que 2 cases, hein. Il y a la case masculin ou féminin, il n'y a rien d'autre. Donc, il ressemble quand même peut-être un peu plus à un garçon ou une fille. Elle est craque, on dit que c'est une fille, et ensuite on va l'opérer. On va lui faire des tas de trucs, 10, 15 interventions, 20 interventions, pour que le plus possible, il ressemble à l'image que l'on se fait du sexe dans lequel on l'a assigné. Et donc, il y a des associations maintenant extrêmement puissantes qui regroupent les gens qui ont été victimes de ces mauvais traitements. Donc, je vous conseille d'aller voir leur site, on les trouve facilement. Alors, on dit plutôt maintenant variation du développement sexuel, mais on trouve encore le terme intersexe. Et donc, on ne peut pas, à la naissance, en fait, faire cette classification. Et ensuite, si on dit, c'est pas grave, essayons de complexifier en multipliant le nombre de niveaux, c'est-à-dire prenons le sexe 3G et puis d'autres niveaux, la taille du cerveau, la capacité à résoudre un problème de maths, le taux de testostérone, etc. Prenons l'intelligence artificielle, demandons-lui de nous faire 2 catégories, hommes, femmes, etc. Eh bien, ça ne marche pas parce que nous sommes tous une mosaïque, en fait, de caractéristiques, pour certaines plutôt masculines et pour d'autres plutôt féminines. Et donc, cette bicatégorisation de sexe, elle est problématique. Alors, pourquoi elle est problématique ? Eh bien, parce qu'il y a du chevauchement entre les catégories. Si on avait 2 catégories, donc encore une fois, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, étanches et mutuellement exclusives, on devrait avoir ce qu'on appelle une représentation bimodale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Si on prend ici, par exemple, le taux de testostérone, on devrait avoir ici 0, le taux le plus bas, ici le taux le plus haut, et en ordonnée, on a le nombre d'individus qui présentent le taux là, pour chaque numéro. Donc, on devrait avoir les femmes ici, avec un taux de testostérone qui, en moyenne, est plus bas que les hommes ici, avec un taux de testostérone ici pour les hommes qui est plus haut que les femmes. Et en fait, ce qu'on constate, c'est effectivement des différences de moyenne, mais en statistique, on dit qu'on n'a pas des différences de catégories, c'est-à-dire qu'on n'a pas 2 catégories étanches et mutuellement exclusives. Alors, je vais vous prendre quelque chose de très simple que vous connaissez bien, c'est la taille. Donc la taille ici, du plus petit au plus grand, alors c'est une échelle américaine en pied. Donc vous avez les femmes ici en rose et les hommes en bleu ici. Donc les femmes en moyenne sont plus petites que les hommes. Il y a une différence en moyenne qui est de l'ordre de 13 cm. Mais il y a un chevauchement important qui est de l'ordre de 30%. Et nous connaissons tous des femmes grandes et des hommes petits. Et si je vous dis, il y a un individu là de 2 mètres qui va rentrer dans la salle, est-ce que tu peux me dire si ça va être un homme ou une femme ? Vous êtes incapable de me le dire. Et même chose si je vous dis un individu d'1,50 m. Et donc, ce chevauchement ici, il est présent pour absolument toutes les caractéristiques biologiques, comportementales, tout ce que vous voudrez essayer de regarder, taille du cerveau, connexion, etc. Vous allez retrouver du chevauchement. Alors, je vous montre ici, c'est un papier qui a été fait par une neurobiologiste, donc c'est plutôt tourné sur le cerveau. Donc, elle a regardé ces histoires de chevauchement. Donc, ici, vous retrouvez, c'est le même graphique que précédemment, c'est la taille, donc avec les femmes en rose et les hommes en bleu. Donc, ici, elle a pris la taille du cerveau, parce qu'on a dit, mais les hommes, ils ont un cerveau plus gros que les femmes. Bon, déjà, quand vous divisez par la taille, il reste plus rien, mais enfin même au départ, mais du coup ça les rendrait peut-être plus intelligents quand même et plus aptes au poste de pouvoir que les femmes. Donc vous voyez qu'ici il y a un chevauchement important et c'est sans tenir compte de la taille. Alors ici on a dit ah oui mais les femmes elles ont un volume de l'hippocampe plus important et c'est ça qui expliquerait que ce sont des mères alors que les pères c'est plus compliqué pour qu'ils s'occupent de leurs enfants. Donc vous voyez le chevauchement il est énorme ici dans entre les hommes et les femmes. Alors ici, c'est la connectivité entre les 2 hémisphères. On a dit, mais les femmes, elles connectent moins leur cerveau droit avec leur cerveau gauche. Bon, vous voyez le chevauchement, on peut presque pas distinguer les 2 catégories. Ici, alors il va y avoir encore une fois des différences de moyenne.
on va trouver une différence de moyenne. Mais si on s'en tient à la différence de moyenne, on ne dit rien de ce qui se passe vraiment. Alors après, c'est la connectivité à l'intérieur des hémisphères. Bon, vous avez la même chose, hein, il n'y a pas vraiment de différence entre les hommes et les femmes. Alors ici, celle-là, c'est un dosage de sérotonine. Alors vous voyez ici, là, c'est les femmes qui ont une moyenne qui est un peu plus importante, avec un chevauchement important. Puis là, c'est une autre étude sur le dosage de sérotonine, et c'est l'inverse. Là, c'est les femmes, elles ont un taux plus bas que les hommes. La douleur, les femmes supporteraient mieux la douleur que les hommes. Bon, vous voyez qu'il y a un chevauchement très important. Et la sensibilité à la morphine, de nouveau, un chevauchement très important. Alors, est-ce qu'on peut parler de continuum? C'est-à-dire, si on dit les deux catégories, ça ne marche pas, étanches et mutuellement exclusives, est-ce qu'on peut parler de continuum, compte tenu du fait qu'on a certes des différences de moyenne, mais on a un chevauchement important? Alors, donc ça a été proposé de parler de continuum, et en particulier, il a été demandé à Anne Fosso-Sterling, qui est une biologiste, embryologiste, qui a fait beaucoup sur ces questions, de dire, oui, mais le chevauchement, quand est-ce qu'on considère que, par exemple, s'il est que de 2%, on a quand même deux catégories qui sont vraiment distinctes, ou bien il faut 15% pour dire que les catégories, elles sont semblables, etc. Et elle a dit, je trouve, avec beaucoup de sagesse, que ce n'était pas aux biologistes de prendre cette décision de dire 2%, 15%. C'est une décision sociale, en fait. C'est en tant que citoyen, voilà, parce que mathématiquement, 2%, ça reste 2%, et 15%, c'est 15%. Alors, il faut quand même reconnaître que cette idée de continuum, elle n'a pas été très suivie pour l'instant. Alors, il y a d'autres auteurs qui ont proposé de dire que nous étions des constellations, c'est-à-dire un peu comme des étoiles, vous voyez, des groupements d'étoiles plus ou moins rapprochés, éloignés plus ou moins d'un autre groupement, etc. Bon, ça n'a pas beaucoup pris pour l'instant. Et donc, pour terminer, je voudrais conclure en disant, attention quand vous entendez parler de différence entre les hommes et les femmes, parce que ça nous pousse à dire les femmes sont comme ceci, les hommes sont comme cela. Et ça nous pousse à dire que nous serions des groupes complètement distincts, ce que nous ne sommes pas. Ne pas oublier de chercher les facteurs qui covarient avec le sexe. Donc, je vous ai dit la consommation d'alcool, la taille, etc. Bon, le sexe biologique, c'est une question qui est complexe, ça nécessite de la bonne science, et vous avez même des endocrinologues qui disent qu'il faut arrêter de parler de sexe biologique parce que ça n'a pas vraiment, on ne sait pas vraiment de quoi on parle, et je voudrais faire mienne, pour terminer, une proposition de Thierry Oquet qui est de faire barrage à toute tentative d'utiliser la biologie pour fonder l'ordre social. Voilà.